tous. Je pense que l'assistance est déjà bien installée. Le SNVL souhaitait organiser cette année ses universités de printemps à Saint-Malo. Nous avons dû, pour les raisons sanitaires, d'abord les reporter à l'automne, puis décider de les annuler en présentiel. Le sujet de la table ronde chaîne et réseau vétérinaire, le New Deal, que nous sommes convaincus qu'il s'agit là du rôle du syndicat, d'apporter tous les éléments de la réflexion aux vétérinaires libéraux, sans jugement, mais complètement. L'importance de l'assistance prévue me confirme que nous avons fait un bon choix et que le sujet mérite donc d'être traité. Je tiens cependant à préciser, pour que cela soit clairement dit tout de suite, que le CNVL n'est ni favorable ni défavorable à tel ou tel mode de structuration capitalistique et d'entreprise. À ce stade du débat, nous voulons poser les questions, les bonnes questions, y répondre factuellement et sans a priori. C'est ce que j'attends des 2 tables rondes qui vont se tenir cet après-midi. La tenue des universités en distanciel ne doit pas amoindrir le débat, donc je vous encourage à échanger sur le chat et à poser vos questions. Et je laisse Anne indiquer la marche à suivre pour bien participer à ça. Je tiens vraiment à ce débat et à cet échange. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, la visio permet de poser des questions dans l'onglet questions. Et vous pouvez également échanger entre vous et avec nous, est-ce qu'on va le suivre dans la partie chat. Je rappelle ce qu'a dit Laurent, on reste poli, ce n'est pas une foire d'empoigne dans le chat, mais on a besoin de cet échange de débats et des questions que vous allez nous remonter au fur et à mesure. Nous allons également vous soumettre un certain nombre de sondages qui seront accessibles dans l'onglet sondages. Voilà. Juste une petite précision, comme ce matin, la configuration du lieu nous permet d'intervenir non masqué, car nous respectons les distances et les mesures sanitaires en vigueur actuellement. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne après-midi et de bons échanges, et je vais laisser la parole à Lucille Fraissinet qui va vous présenter le programme. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Lucille Fraissinet, je suis vétérinaire et aujourd'hui, je suis consultante en gestion d'entreprise vétérinaire chez Philom. Donc, je travaille avec Philippe Barallon, que vous verrez tout à l'heure. Donc, pour vous présenter un petit peu le programme de l'après-midi, donc je vais commencer par vous faire une présentation sur la situation mondiale de la consolidation des établissements de soins vétérinaires. Ensuite, vous allez pouvoir participer à 2 tables rondes. Donc, une première table ronde sur l'indépendance, des vétérinaires au sein des groupes, et une deuxième table ronde sur la contribution des groupes à l'évolution de la médecine vétérinaire, à la fois du côté donc des vétérinaires et de la profession. Ensuite, donc Philippe Barallon vous fera une intervention sur quelle stratégie adopter pour les vétérinaires indépendants dans ce nouveau contexte. Et pour terminer la journée, donc il y aura une synthèse avec les membres du SNVEL. Donc on attend juste que tout le monde s'installe et je vais vous faire la première présentation sur la consolidation des établissements de soins vétérinaires dans le monde. Donc, comment est-ce que je vais vous présenter ça aujourd'hui? Donc, on va faire en 3 parties. Donc, la première partie, je vais vous donner un aperçu de la situation mondiale de la consolidation. Ensuite, on va faire donc toute une partie sur les particularités de la situation française et on terminera par quelques conclusions. Donc, si on regarde donc la consolidation de la médecine vétérinaire partout dans le monde, d'abord c'est un phénomène qui est mondial. Donc, pour illustrer ça, on va regarder les groupes qui emploient plus de 1000 vétérinaires dans le monde. Donc, le premier groupe qui emploie plus de 1000 vétérinaires, c'est le groupe Mars. Donc, le groupe Mars, aujourd'hui, emploie 14 000 vétérinaires dans le monde. On va en parler juste après. Ils ont environ 2600 établissements de soins vétérinaires. Donc là, on parle bien de vétérinaires praticiens qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux, de compagnie en l'occurrence. Ensuite, donc, on va retrouver le groupe IVC Evidensia. Donc, c'est un groupe européen qui aujourd'hui emploie 4400 vétérinaires en Europe. On en rediscutera aussi. Juste après, on va voir le groupe New Ripeng. Donc, New Ripeng, c'est le premier groupe chinois. Donc, c'est un groupe qui s'est consolidé
assez rapidement. Disons que en l'espace de environ un an et demi, ils sont passés de 400 à 1400 cliniques environ. Donc ça a été, c'est issu de la fusion de 4 groupes initialement, de 4 groupes chinois. Et donc aujourd'hui, ils emploient environ 4000 vétérinaires. Donc ça, ce sont des groupes qui font uniquement des animaux de compagnie. Ensuite, donc, on a le groupe NVA, donc National Veterinary Associates, qui est un groupe qui emploie aujourd'hui 2600 vétérinaires et qui est le deuxième groupe mondial. Donc, il y a 2 groupes qui opèrent sur plusieurs continents dans le monde. C'est donc le groupe Mars et le groupe NVA, donc qui aujourd'hui emploie donc 2600 vétérinaires. NVA, ils sont présents majoritairement aux États-Unis, au Canada, mais ils sont aussi présents en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. Ensuite, on a le groupe donc Passway. Passway, c'est un groupe américain qui, si on avait discuté de tout ça il y a à peine un an, je vous aurais dit qu'ils employaient 1000 vétérinaires et qu'ils avaient 200 cliniques. Aujourd'hui, en l'espace d'un an, ils ont quasiment doublé. Donc, ils sont passés de 200 à 390 cliniques et de 1000 à 1800 vétérinaires. Donc, c'est un groupe qui a été fortement poussé par un fonds d'investissement qui s'appelle Morgan Stanley et qui a donc revendu ses parts au printemps à un nouveau fonds d'investissement. Ensuite, on va revenir en Europe avec le groupe CVS. Donc, le CVS, c'est le 3e groupe européen. Donc, c'est un groupe qui emploie aujourd'hui 1600 vétérinaires. Ils sont présents dans 3 pays en Europe. Historiquement, ils sont présents et très fortement présents au Royaume-Uni. Ensuite, ils se sont développés aux Pays-Bas et aujourd'hui, ils sont aussi en Irlande. Donc, ils sont présents dans 3 pays en Europe. Juste après, on va avoir le deuxième groupe chinois, donc il y a un groupe qui s'appelle Ringpai, qui aujourd'hui donc a un petit peu plus de 300 cliniques et emploie 1600 vétérinaires, donc présent uniquement en Chine. C'est un groupe donc qui a été fondé en 2011. À la base, c'était juste 3 cliniques et qui s'est développé donc très fortement sur le marché chinois, Donc aujourd'hui en Chine, on retrouve 2 groupes, New Ripeng et Ringpai. Ensuite, on va retrouver donc le groupe VetPartners, qui est le 4e groupe européen. Donc VetPartners, c'est un groupe qui a été fondé en 2015 au Royaume-Uni, qui aujourd'hui est présent en Italie. On va en discuter aussi pour la France. Donc aujourd'hui, ils emploient 1500 vétérinaires. Ensuite, on va retrouver un groupe britannique, donc le groupe Vet4Pets, qui est une filiale du groupe de Pet Shop Pets Atom. C'est un groupe qui est coté en bourse au Royaume-Uni, qui emploie aujourd'hui 1200 vétérinaires et donc ils sont présents uniquement au Royaume-Uni. Ils se sont pas internationalisés. Et enfin, on va retrouver donc 2 groupes américains, donc le groupe Vetcor et le groupe Pet Vetcare, qui sont 2 groupes qui emploient chacun 1000 vétérinaires. Donc là, vous voyez sur ce graphique qu'on a donc 2 groupes mondiaux, 3 groupes européens et 2 groupes chinois et ensuite des groupes américains et un groupe britannique. Je vous ai pas parlé de la situation en Australie, mais en Australie, il y a aussi des groupes vétérinaires qui sont aussi assez importants, mais qui n'atteignent pas aujourd'hui les 1000 vétérinaires. Donc, si on regarde ce graphe, ce qui est impressionnant, c'est que si on en avait parlé il y a 5 ans, il y en avait 2 qui employaient plus de 1000 vétérinaires dans le monde. Donc là, on voit vraiment la force du développement des groupes un petit peu partout dans le monde. Et tous les groupes qui sont cités ici, ils opèrent très majoritairement en canine, sauf pour VetPartners, qui aussi opère beaucoup en production animale. Donc, si on regarde un petit peu la situation de Mars Petcare dans le monde, donc historiquement, Mars a commencé à se développer aux États-Unis. Donc, à partir de 1994, avec l'entrée dans le capital de Banfield, qui est un groupe aux États-Unis. Un petit peu plus tard, donc en 2017, ils se sont introduits au Canada avec le rachat de Vicier. Ensuite, ils ont continué leur expansion en Europe en 2018 avec le rachat du groupe Anicura et du groupe Linneus, qui est un groupe de cliniques qui est uniquement au Royaume-Uni. L'année dernière, en 2019, le groupe Mars s'est introduit à la fois au Brésil et au Japon. Donc, la grande surprise ici, ça a été de voir le groupe Mars s'introduire au Japon, qui est un marché qui est relativement fermé. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré tout, il se développe. Donc, vous voyez la présence mondiale du groupe Mars, donc qui est le premier groupe mondial. Et donc, si on voulait enrichir un petit peu cette carte, on pourrait rajouter le groupe donc NVA en rajoutant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Donc, ce phénomène, il est mondial. C'est quelque chose qui est assez clair, je pense, vu ce qu'on vient de voir sur les précédents groupes. Mais c'est aussi un phénomène qui est récent. Si on regarde un petit peu l'évolution donc de ce phénomène, tout a commencé en 1994 avec l'entrée du groupe Mars au capital de Banfield Pet Hospital aux États-Unis. Donc là, ils ont pris juste une participation au capital de Banfield.
En 1999, au Royaume-Uni, donc il y a le groupe CVS qui a été fondé. Donc, on va dire que ça a commencé aux États-Unis, mais très vite, ça a commencé à se développer aussi au Royaume-Uni. En 2007, le groupe Mars a racheté la totalité du groupe Banfield. Donc il a continué à se développer dans ce secteur-là. Ensuite, on fait un petit saut dans l'histoire et on va jusqu'à 2011. Donc, en 2011, on a eu la création d'Anicura en Europe, donc la création d'Anicura en Suède, qui est issue en fait de la fusion de 4 hôpitaux suédois, et la création du groupe IVC au Royaume-Uni. Juste après, en 2012, le groupe Evidensia a été créé en Suède aussi, donc comme le groupe Anicura. Et ensuite, on fait encore un petit saut dans l'histoire pour aller jusqu'en 2017. Donc, en 2017, le premier événement marquant, ça a été le rachat de VCA, qui était un groupe américain, donc états-unien, présent aussi fortement au Canada, qui a été racheté donc par le groupe Mars. Et le deuxième événement de 2017, c'est la fusion entre les deux groupes, donc IVC, qui était donc un groupe britannique, et Evidensia, qui avait déjà commencé à se développer un petit peu dans d'autres pays en Europe. Ensuite, on regarde en 2018, le groupe Mars s'est introduit en Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le rachat d'Anicura et de Lineos. Mais on a aussi eu la consolidation du groupe Ruipeng, donc New Ruipeng, en Chine, qui est issu donc de la fusion de 4 groupes qui étaient préexistants. Donc, ces 4 groupes-là représentaient environ 400 cliniques et en l'espace de quelques mois, ils ont formé un groupe de 1300 cliniques. C'est un groupe qui est très important en Chine. Et ensuite, donc si on regarde beaucoup plus récemment, donc en 2020, c'est le groupe NVA qui est devenu fortement international. Donc NVA qui initialement donc était aux États-Unis, s'était déjà introduit en 2016 en Australie en créant un groupe qui s'appelle VetPartners, qui est pas le même groupe que le VetPartners européen. Donc il s'était déjà introduit en Australie et en Nouvelle-Zélande comme ça, et cette année en 2020, c'était au printemps 2020, ils ont racheté un groupe qui s'appelle NVC en Australie, qui était un groupe qui était coté en bourse, qui a une centaine de cliniques, et donc ils se sont vraiment internationalisés à ce moment-là. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui est relativement récent. Globalement, ça a à peu près une grosse dizaine d'années en Europe, si on exclut le Royaume-Uni, 20 ans au Royaume-Uni et 25 ans à peu près aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. Donc, c'est quelque chose qui est mondial, c'est un phénomène qui est récent et c'est aussi un phénomène qui est en forte accélération. Donc, pour vous illustrer ça, je vais juste prendre un exemple. On va prendre l'exemple de la croissance d'IVC Evidensia donc en Europe. Si on regarde en nombre de cliniques, donc IVC a fusionné avec Evidensia en 2017. Au moment de la fusion, ils avaient environ 500 cliniques. Et si on regarde donc 2 ans plus tard, ils étaient à 1250 cliniques. Aujourd'hui, ils ont 1500 cliniques en Europe. Si on regarde l'évolution en nombre de vétérinaires, c'est à peu près similaire. Ils avaient 2000 vétérinaires, ils employaient environ 2000 vétérinaires au moment de la fusion. Et 2 ans plus tard, ils en employaient un petit peu plus de 4000. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le groupe IVC Evidensia, en l'espace de 2 ans, il a doublé. Donc, passé de 500 à plus de 1200 cliniques et de 2000 à plus de 4000 vétérinaires. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui accélère fortement, mais vous l'avez aussi vu sur la frise que je vous ai présentée juste avant, où on voit que ça a commencé en 1994, mais en tout cas, depuis 2015-2016, on a quand même un fort développement de la consolidation des établissements de soins. Donc, ce phénomène, il est mondial, il est récent, surtout en forte accélération, surtout depuis les 4 dernières années, 4-5 dernières années. Et après, on verra même depuis les derniers mois, on verra l'accélération forte du phénomène. Mais il a une dernière caractéristique, c'est que c'est un phénomène qui est irréversible. Alors, par irréversible, nous, on entend qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Vous pouvez prendre l'image d'une omelette. C'est un petit peu compliqué de refaire des œufs à partir de l'omelette. Donc, ce qu'on veut dire par ici, c'est que les cliniques qui aujourd'hui sont dans des groupes ne redeviendront pas indépendantes. Par contre, attention, quand on dit irréversible, on n'entend pas du tout irrésistible. Il y aura toujours et il reste de la place pour les indépendants. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer l'exemple du Royaume-Uni. Donc, si on regarde au Royaume-Uni, là, c'est un graphe qui vous présente en pourcentage des cliniques. On est en pourcentage de cliniques, pas de vétérinaires ici. Au Royaume-Uni en 2020, après 20 ans de consolidation. Souvenez-vous, la consolidation au Royaume-Uni, ça a commencé en 1999 avec la création du groupe CVS. Et très rapidement, il y a d'autres groupes qui se sont créés. Donc, si on regarde sur ce graphe-là, aujourd'hui, après 20 ans de consolidation, on a encore plus de 50% des cliniques qui sont indépendantes.
Donc, on a 30% des cliniques qui appartiennent à des groupes internationaux. Donc, on a trois groupes internationaux au Royaume-Uni. Donc, on va avoir le groupe IVC Evidensia, qui a une présence très forte au Royaume-Uni. Ensuite, on a le groupe CVS et le groupe Vet Partners aussi. Et ensuite, donc, il y a 16% des cliniques qui appartiennent à des groupes nationaux. Donc là, on parle de 3 groupes nationaux, que ce soit le groupe Vet4Pets, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la filiale de Petsatom, le groupe de Pet Shop. Ensuite, il y a le groupe donc Lineus, qui est une filiale de Mars Petcare, et il y a aussi le groupe donc Medivet, qui est un 3e groupe national au Royaume-Uni. Donc, oui, ce phénomène, il est clairement irréversible, mais attention, bien garder en tête qu'il reste de la place pour les indépendants et il y aura probablement toujours de la place pour les indépendants. Surtout si on regarde ça, au final, après 20 ans de consolidation, on a plus de la moitié des cliniques qui sont encore indépendantes. Donc, c'est un phénomène qui se développe fortement, qui est mondial, qui est très puissant, mais il n'est pas en train de remettre en question, en tout cas, la totalité de l'indépendance des cliniques vétérinaires. Donc maintenant, on va se pencher un petit peu sur un petit peu plus en détail sur la situation française. Donc, si on regarde pour les groupes français, donc les groupes français en France, il y a 6 groupes qui sont importants en France. Donc, on a le groupe Monveto. Donc, le groupe Monveto, c'est un groupe qui est présent majoritairement en Normandie, en Bretagne, Paris, Île-de-France et dans les Paris-Île-de-France, donc c'est majoritairement leur zone de développement aujourd'hui, mais c'est un groupe qui a une vocation de développement national. Ensuite, on a le groupe Vet1, donc le groupe Vet1, lui, est présent à peu près sur l'ensemble du territoire français. Ensuite, on a le groupe Argos. Donc Argos, c'est un groupe qui initialement était basé en région bordelaise, mais qui depuis disons la dernière année se développe fortement ailleurs en France. Donc ils sont aujourd'hui présents dans 8 villes en France. Ensuite vient le groupe Univet. Donc le groupe Univet, c'est un groupe qui initialement était dans le sud-est de la France, mais qui lui aussi donc est sorti de sa zone de développement initiale pour se développer partout en France. Ensuite, on va avoir le groupe VetDev. Donc VetDev, c'est un groupe qui aujourd'hui est présent uniquement à Paris et en Île-de-France. Et enfin, on retrouve le groupe V+. Donc le groupe V+, c'est un groupe qui est présent majoritairement en région bordelaise, un petit peu aussi en Île-de-France, mais qui a aussi une vocation, comme les autres groupes en tout cas, à se développer sur l'ensemble du territoire français. En nombre de cliniques, c'est des groupes qui sont entre 16 et 50 cliniques. Donc on voit que ça s'étale entre 16 et 50 cliniques, mais on a quand même 4 groupes qui sont entre 30 et 38 cliniques. Donc il y a 4 groupes qui possèdent environ le même nombre de cliniques. En tout cas, on est dans le même ordre de grandeur. Si on regarde maintenant en nombre de vétérinaires, donc ces groupes-là, ils emploient entre 160 et 56 vétérinaires, avec 3 groupes, donc Vet1, Argos et Univet, qui sont qui sont donc tous les 3 autour environ de 100 vétérinaires. Donc voilà un petit peu pour le panorama sur les groupes français qui sont présents en France. Et donc il est aussi important de noter que parmi ces groupes français, il y a 2 groupes, donc Monveto et Univet, qui sont également présents en Belgique. Mais sinon, pour les autres groupes, c'est des groupes français qui sont présents uniquement sur le territoire français aujourd'hui. Donc, 2 groupes Monveto et Univet qui se développent de manière plutôt depuis assez récemment en Belgique aussi. Donc, ces groupes-là, ils opèrent très majoritairement en canine. Donc, on n'est pas sur. Il peut y avoir quelques cliniques mixtes, mais en tout cas, le principal axe de développement de ces groupes, c'est en médecine canine. Donc, on peut se poser la question en production animale. Et au final, en production animale, on se rend compte que depuis plus de 20 ans, donc depuis bien avant la création de ces groupes-là en canine en France, on a donc 2 groupes qui opèrent. Donc, le réseau Cristal, qui emploie aujourd'hui 215 vétérinaires sur 70 sites. Et on a aussi le groupe Chêne Vert Conseil qui est composé de 58 vétérinaires sur 17 sites. Donc, on a beaucoup parlé de canine. Tous les groupes que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, c'est des groupes qui opèrent très majoritairement en canine. Mais il faut garder à l'esprit qu'en France, depuis un bon moment maintenant, depuis 20 ans, j'étais née, mais pas loin, on a des groupes qui opèrent donc en production animale. Et donc aujourd'hui, sur le marché français, en production animale, on a également donc le groupe Vet Partners, dont on va parler juste après, qui a vocation également à se développer en production animale. Donc maintenant, qu'en est-il des groupes internationaux sur le territoire français?
Donc, on va parler de 4 groupes ici. Donc, on va d'abord avoir donc le groupe IVC Evidensia. Le groupe IVC Evidensia, il a aujourd'hui 17 cliniques sur le territoire français et il emploie 112 vétérinaires. Ensuite, il y a le groupe Anicura, donc tous les deux des groupes européens. Donc, le groupe Anicura qui emploie donc 120 vétérinaires dans 7 cliniques. Donc, ces 2 groupes-là sont des groupes européens dont on a parlé, qui sont présents dans 12 pays chacun. Ensuite, il va y avoir le groupe Covesia. Donc, le groupe Covesia, c'est un groupe qui aujourd'hui possède 6 cliniques et emploie 40 vétérinaires. Et enfin, donc, il y a le groupe Vet Partners qui aujourd'hui se prospecte et se développe assez fortement sur le marché également. Si on regarde au niveau des dates d'entrée de ces groupes, donc vous savez que c'est assez récent. Que ce soit IVC Evidensia ou Anicura, donc les 2 groupes se sont introduits sur le territoire français en 2018. Et Covesia et Vet Partners, ce sont des groupes qui sont relativement récents sur le marché puisqu'ils se sont introduits en France en 2020. Si on prend l'exemple ici, par exemple, de Covesia, ils ont commencé en France fin mars 2020 et aujourd'hui, donc, ils possèdent déjà 6 cliniques et emploient 40 vétérinaires. Donc, voilà le panorama de la situation en France. Donc, que ce soit pour les groupes internationaux ou pour les groupes français. Si on fait un petit bilan, ce sont des groupes qui emploient aujourd'hui jusqu'à 160 vétérinaires pour le plus gros et qui ont donc une 50aine de cliniques aussi pour le groupe le plus important aujourd'hui sur le territoire français. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que les groupes se sont développés de manière assez tardive en France. C'est un phénomène qui est récent. Donc, les premiers groupes français ont été créés à partir de 2007 environ. Donc, c'est un phénomène qui se développe vraiment depuis, disons, qui a commencé à se développer vraiment il y a 10 ans et qui se développe fortement depuis les 5 dernières années, voire même depuis la dernière année. On va le voir tout à l'heure en conclusion. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en France, on a été un petit peu en décalage par rapport aux autres pays, si on regarde par rapport à un pays, par exemple, comme la Suède ou le Royaume-Uni, qui se sont consolidés assez rapidement et il y a maintenant quelques temps. Et donc, la réponse, c'est qu'en France, on a une situation réglementaire qui est particulière et où il va y avoir 3 points qui ont pu donc ralentir le développement des groupes. Donc, le premier point, c'est il s'agit d'un texte de loi. En France, la majorité du capital, elle doit être détenue par les vétérinaires en exercice des structures. Donc là, il s'agit d'un texte de loi, donc c'est quelque chose qui juridiquement a une valeur très forte et donc qui aujourd'hui pose problème pour certains groupes. On peut penser qu'une adaptation, qu'on peut peut-être trouver un point d'entente sur une adaptation, que ce soit des statuts. Donc, c'est un point qui est aujourd'hui en suspens sur le marché français. Ensuite, donc, le deuxième point, c'est donc là, il s'agit d'une doctrine du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, d'une note de doctrine. Donc, c'était dans le but en fait de préciser la loi un petit peu. Donc, il s'agit donc de la présence minimale des associés sur les sites. Aujourd'hui, en France, les associés d'une clinique doivent être présents. Il doit y avoir un associé présent pendant au moins 50% du temps d'ouverture de la clinique, vétérinaire. Donc là, il s'agit d'un point qui a une valeur juridique plus faible que le premier, parce qu'il ne s'agit pas d'un texte de loi. Ici, c'est vraiment une précision de la loi. C'est un point qui peut aussi poser problème pour le développement des groupes. Et donc, c'est quelque chose qui sera probablement tranché également par le Conseil d'État. Et enfin, il y a un dernier point qui est très important également, c'est les capitaux interdits. Donc là, en fait, il s'agit de certains capitaux qui n'ont pas le droit de posséder des parts dans les cliniques vétérinaires. Donc là, on a quand même l'esprit est très clair. La question, c'est vraiment de savoir aujourd'hui quel est le périmètre exactement de ces capitaux interdits. Donc, on peut se poser la question, par exemple, est-ce que ce sont uniquement des capitaux qui sont des acteurs directs et vraiment systématiques de la médecine vétérinaire qui n'auraient pas le droit. Donc, pour prendre un exemple, on pourrait parler d'un laboratoire pharmaceutique, d'une centrale d'achat, par exemple, ou également donc ce qui est assez clair dans le texte de loi. C'est pour tous les acteurs qui transforment des produits d'origine animale. Ensuite,
le problème, c'est vraiment la définition, parce qu'en tout cas, sur ce point-là, c'est assez clair. Mais par contre, on pourrait se dire aussi, est-ce que ça va jusqu'à des acteurs qui seraient disons, moins impliqués directement dans les soins aux animaux, comme par exemple un cabinet d'experts comptables qui fournit des services aux vétérinaires, ou ça pourrait être un cabinet d'experts comptables ou une banque. Est-ce qu'un cabinet d'experts comptables ou une banque pourrait ou non investir dans des structures vétérinaires? Donc aujourd'hui, c'est un point qui est en suspens, qui sera probablement précisé par le Conseil d'État pour vraiment savoir, pour pouvoir vraiment préciser à la fois l'esprit du législateur de l'époque où la loi a été introduite, mais aussi en prenant en compte les débats actuels dans la profession vétérinaire. Donc voilà les trois points qui font que la situation française est une situation particulière, parce qu'on a une réglementation qui est particulière et donc qui est aujourd'hui soumise à de grands débats, des débats qui seront probablement qui sont vraiment en cours et qui seront probablement tranchés par le Conseil d'État pour certains d'entre eux en tout cas. Donc en conclusion, l'année 2020, on se demande si c'est le début d'une évolution sur le marché français. Est-ce que ça va être un décollage du phénomène de consolidation sur le marché français? Si on regarde sur une frise, là, je vais vous présenter les pourcentages de vétérinaires canins qui travaillent dans des groupes. Là, encore une fois, on parle beaucoup de la canine, mais c'est vraiment le secteur dans lequel ça se développe le plus fortement et partout dans le monde. Si on regarde en septembre 2017, donc on va faire de septembre à septembre chaque année, ce sera le plus simple. Si on regarde en septembre 2017, on avait moins de 2% des vétérinaires canins qui travaillaient dans des groupes. Ensuite, on va faire un saut en 2019. Donc 2019, c'était il y a un an. On avait 3% des vétérinaires canins qui travaillaient dans des groupes. Et si on regarde maintenant la situation en septembre 2020, on a 7% des vétérinaires canins qui travaillent dans des groupes. Donc là, on voit une très forte accélération du phénomène. Si on s'était vu comme prévu au mois de mars, je vous aurais probablement pas dit 7%, parce que dans les derniers mois, ça s'est fortement développé. Je vous aurais peut-être dit, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais peut-être 5%, 5-6%. Donc aujourd'hui, on est à 7%. Et donc la question, c'est de savoir en septembre 2021, combien de vétérinaires canins vont travailler dans des groupes en France. Donc est-ce qu'on est vraiment au début d'une évolution de ce phénomène et que ce phénomène va vraiment décoller et se développer fortement sur le marché français? Est-ce que ce phénomène ne va pas accélérer autant qu'on puisse le prédire, en tout cas à l'image de ce qu'on a vu dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde? C'est vraiment une question aujourd'hui et c'est quelque chose, on peut se donner rendez-vous dans un an pour en rediscuter. Donc les principaux messages à retenir de l'intervention que je viens de vous faire, de cette présentation, c'est le premier, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore, la consolidation, c'est vraiment un phénomène qui est mondial, qui est récent, qui est en forte accélération et qui est irréversible. En se souvenant bien que irréversible ne veut pas dire irrésistible. Donc on aura toujours de la place pour les vétérinaires indépendants. Pour le moment, la consolidation, elle concerne essentiellement le secteur canin. On l'a vu tout au cours de cette présentation, mais on a aussi vu qu'il y avait des groupes qui opéraient en production animale. Donc que ce soit au niveau français, Chaîne Vert Conseil ou le réseau Cristal, que ce soit au niveau européen, le groupe Vet Partners, qui aujourd'hui est aussi très développé en production animale, notamment au Royaume-Uni. Que ce soit des productions animales de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire des mixtes plus traditionnels, ou que ce soit en production animale rationalisée, en porc et en volaille notamment. Donc, pour l'instant, on est vraiment à ce niveau-là. En Australie, je vous en ai pas parlé, je vous en dis juste 2 mots. En Australie, on a donc un groupe qui s'appelle Appiam, qui est un groupe qui est fortement développé, qui a un axe très très fort en production animale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un groupe qui est coté en bourse. Donc c'est un groupe qui est très important sur le territoire australien. Et donc aujourd'hui, la France, elle reste peu concernée par le phénomène. Peut-être que vous avez vu 7% des vétérinaires canins. Vous avez peut-être l'impression que c'est beaucoup. Si on regarde aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, on a 65% des vétérinaires canins qui sont indépendants ou qui travaillent dans des petits groupes. Donc quand on appelle ce qu'on appelle petits groupes aux États-Unis, si on fait un petit ratio par rapport à la France, c'est des groupes qui vont employer moins de 500 vétérinaires. Donc c'est pas si petit que ça, mais ça reste quand même des petits groupes. Et donc aux États-Unis, les 37% de vétérinaires qui sont 35% de vétérinaires qui travaillent dans des groupes. Parmi eux, il y en a 23% qui travaillent pour le groupe Mars et 6% qui travaillent pour le groupe NVA ou Compassion First, qui est un groupe qui a le même actionnaire. Donc on les met un petit peu dans
dans le même panier. Donc, en France, oui, on est peu concerné encore par le phénomène. Le phénomène n'est pas fortement développé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des particularités réglementaires. On les a vues. Et je sais pas pourquoi ça ne veut pas passer. J'ai un petit souci avec ma tablette, pardon. Mais en 2020, on a quand même noté une forte accélération. Donc, on a noté une forte accélération malgré le contexte sanitaire qu'on est en train de vivre. Donc, la Covid-19 aura probablement a clairement ralenti le rythme des acquisitions. Il y a beaucoup de deals en France qui ont été décalés à cause de ce contexte sanitaire. Donc, on ne sait pas si ça va se développer plus fortement en 2021 ou si déjà, d'ici la fin 2020, on aura une accélération assez forte. Parce que, comme je vous le dis, sur les derniers mois, on a eu une accélération très forte. Et encore une fois, si on s'était vu il y a 6 mois, on n'aurait pas eu ces chiffres-là. On aurait eu des chiffres quand même relativement similaires, mais tout de même assez moins importants. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur le panorama de la situation dans le monde et en France. Donc, merci à tous de votre attention. Et maintenant, je vais laisser la parole à Philippe pour animer donc la première table ronde. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Barallon et comme vous l'avez compris, je travaille avec Lucille chez Philum et je suis chargé d'animer cette première table ronde. Alors, avant de commencer, on a vu déjà sur le fil des questions qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient arrivées. Donc, Laurent a demandé qu'on prenne peut-être quelques questions pour commencer avant la table ronde. Donc, on a certaines qui pourront être adressées pendant la table ronde. Je pense qu'il y en a une notamment qui concerne notamment le groupe Mars. Celle-là, on va, je pense, la garder pour la table ronde. Il y en a une qui est une question une précision. Donc, lorsque Lucille a parlé de 48% des cliniques en Grande-Bretagne, et donc la question c'était oui, mais est-ce que ça correspond à la valeur du marché? En fait, quand on regarde la taille moyenne des cliniques en groupe et hors groupe, alors même que dans les gros hôpitaux, on a plutôt plus de cliniques en groupe que hors groupe, mais la taille moyenne n'est pas très différente, notamment parce qu'on a certains groupes qui exploitent des sites plutôt petits. Je pense à Vet4Pets par exemple, qui exploite des sites relativement petits en Angleterre. Donc c'est une bonne approximation. On va dire que c'est moite-moite aujourd'hui au Royaume-Uni. Voilà pour cette question. Alors après, il y avait une question qui était: doit-on craindre une évolution, entre parenthèses, un assouplissement de la réglementation française? Bon, je ne sais pas s'il faut le craindre. Est-ce qu'on doit l'attendre? Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on ne le sait pas et probablement les prochains mois nous le diront. Mais tout pronostic est sans doute un petit peu comment dirais-je, osé. Une question de Rémi Gelé, je peux citer Rémi qui dit qui demande si le droit du travail n'est pas aussi un frein. Ça pourra nous faire aussi un thème de discussion. Bon, spontanément, je répondrai que quand on est français, on est très sensible aux spécificités du droit du travail. Ça n'empêche aucune entreprise internationale de n'importe quel secteur d'investir en France. Je vous rappelle que la France est un lieu d'investissement très important, et donc il serait étonnant que pour la médecine vétérinaire ce soit très différent, même si effectivement on a des particularités du droit du travail français. Je propose qu'on en reste là peut-être pour les questions et qu'on attaque la table ronde. Donc, je vais vous présenter nos invités pour cette première table ronde et ensuite on posera une question à l'auditoire. Alors, je vous donne tout de suite la règle du jeu. Une question à l'auditoire, on leur reposera la question tout à fait en fin d'après-midi. Et comme ça, on verra si vous avez réussi à faire bouger les lignes. Donc, on verra. On est complètement ouvert sur le sujet. Donc, on a le plaisir donc d'accueillir Pierre Tardif, donc qui représente le groupe Anicura, qui dirige le groupe Anicura en France. On accueille également Julien Flory. Donc Julien Flory, on l'a vu sur un des écrans de Lucille. Donc c'est un des 2 groupes de production animale qui existent en France, qui était, si on a bien compris, présent avant la naissance de Lucille. Je crois qu'on a bien compris. Non, je crois pas quand même.
Ah bon, d'accord. Ok. Après, on a Steve Rosengarten. Steve Rosengarten, donc, qui représente ici la société VetOne et qui dirige la société VetOne. Ensuite, donc, on a Patrick Govard. Patrick Govard, qui dirige IVC Evidentia France. Donc, vous voyez qu'on a quand même un panel tout à fait intéressant avec deux groupes internationaux, un groupe plutôt en production animale et un premier groupe français, donc VetOne, et un deuxième groupe français qui est représenté par Jean-Jacques Vinen. Jean-Jacques Vinen ici qui représente le groupe Unilette, dont Lucille aussi nous a dit que né dans le Sud-Est, il s'était répandu hors du Sud-Est, puisque je pense que toi, Jean-Jacques, n'es pas précisément dans le Sud-Est, donc tu en es la preuve. Alors, avant de lancer le débat, juste quelques éléments. Peut-être on peut afficher juste le slide de lancement du débat, si vous voilà. Donc la première table ronde, donc le titre en fait, c'est Groupe et indépendance des vétérinaires. Quand on a préparé cette journée, on s'est dit que autant attaquer directement le sujet un peu chaud, pour ne pas dire brûlant du moment. Donc la question c'est, est-ce que les groupes, et c'est là-dessus que vous serez interrogés au début par moi et puis surtout après par les différents membres de l'auditoire, et puis ensuite nous aurons un grand témoin qui vous posera aussi une question, c'est la capacité de vos groupes à préserver en fait l'indépendance. Alors d'abord, dans un premier temps, l'indépendance professionnelle. Non, j'ai même une télécommande. Ok, je vais la prendre. Donc avec notamment les protocoles médicaux. Est-ce que les vétérinaires chez vous ont le choix des protocoles médicaux, ou comment ça s'arbitre? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est individuel? Comment on peut être sûr qu'ils peuvent respecter leurs obligations réglementaires? La profession est une profession réglementée, c'est quelque chose de très important. Et puis, qu'en est-il des responsabilités plus sociétales? On pense au bien-être animal ou à ce genre de choses. Mais au-delà d'indépendance professionnelle et médicale, on a vu, et notamment donc dans un article récent paru dans la Revue de l'Ordre au mois d'août, que cette notion d'indépendance s'étend aussi à l'indépendance financière. Et cet article exprime clairement la position suivante: l'entrée des investisseurs au capital doit garantir en fait une libre décision des vétérinaires en ce qui concerne les investissements, recrutement, rémunération et approvisionnement. Donc là aussi, la question est, qu'en est-il par rapport à ce point-là? Donc ça, c'est les deux thèmes qui vont structurer notre table ronde, et je commencerai tout de suite par vous donner la parole pour que vous puissiez chacun à votre tour, si possible en 2 minutes, nous donner votre sentiment là-dessus. Et ensuite, on pourra le préciser à travers les questions qui vont remonter. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de poser la première question à l'auditoire, si on peut l'afficher, où on va dans l'onglet, vous allez dans l'onglet sondage, je pense, voilà. Et donc c'est la question qui concerne la table ronde numéro 1. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition suivante? Est-ce que les groupes, je suis désolé, je vois pas exactement l'écran, mais est-ce que les groupes de cliniques sont capables ou préservent l'indépendance professionnelle des vétérinaires? Donc là, on s'est centré sur l'indépendance professionnelle. On a pensé que c'était un sujet qui était plus facile pour poser une question et une seule. Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Est-ce que vous êtes globalement pas d'accord, ou ni d'accord ni pas d'accord? Alors on pourrait dire ni d'accord ni pas d'accord, bien au contraire. Globalement d'accord ou tout à fait d'accord, ou est-ce que vous ne savez pas? Alors quand on regarde les résultats, alors du coup moi je suis désolé, je ne vois pas l'écran, donc je peux pas commenter les résultats parce que je ne les vois pas. Si vous pouvez me les projeter quelque part, ou quelqu'un peut me le dire. Je pense sur la tablette, super. Donc ça va être pas du tout d'accord, 8%. Globalement pas d'accord. Je pense que ça va être notre marqueur et on verra si ça a évolué en fin de journée. Globalement pas d'accord, 46%. On a ni d'accord ni pas d'accord, 8%, et je ne sais pas, 14%. On pourrait peut-être les voilà. Et les globalement d'accord, 19%, et tout à fait d'accord, 5%. Donc on peut dire qu'on a 24% de l'audience qui est plutôt d'accord avec cette idée que les groupes sont compatibles avec l'indépendance professionnelle des vétérinaires, et 54%, on va dire, qui sont globalement pas d'accord avec cette idée. Donc ça va nous permettre tout de suite de vous faire réagir donc sur ces deux volets, indépendance professionnelle, indépendance financière. Donc je ne sais pas qui veut commencer pour 2 minutes. Je vous laisse la parole. Est-ce que j'ai un volontaire? Si je n'ai pas un volontaire, j'en désigne un, ça ne me pose aucun problème. Julien, tu veux commencer? Ok. Donc Julien Flory pour Chaîne Vert Conseil. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui.
Nous, on travaille avec une marque unique. Donc, c'est important que tous les vétérinaires travaillent de la même façon, quel que soit le site. Et je voyais par rapport aux protocoles médicaux, un client, il s'attend à ce que partout où il intervient dans un cabinet de Chennevières Conseil, il y ait le même niveau de service. Donc, on est obligé d'avoir un minimum de protocoles, de façon de travailler qui soit identique entre les vétérinaires. Alors, ça se fait sous forme de discussion, de réunions régulières, etc. Mais le vétérinaire ne peut pas faire ce qu'il veut complètement parce que il doit respecter une façon de travailler. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que dans un groupe détenu à 100% par des vétérinaires, hein, Julien, je parle à ton contrôle, oui. Les vétérinaires à titre individuel ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont obligés d'en discuter, d'en débattre entre eux, et ensuite, j'imagine que c'est par consensus que ça se passe. Ok. Un mot sur l'indépendance financière. Alors nous, on est détenus, c'est uniquement des vétérinaires qui sont associés et qui détiennent tout ce qui touche les cabinets vétérinaires. Ok. Patrick. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. On vous entend tous, hein, vous inquiétez pas. Alors, à contrario, chez IVC Evidensia, on n'a pas de marque grand public, ce qui nous permet justement de permettre aux vétérinaires et aux cliniques de garder leur identité et de garder leur façon de travailler et d'avoir une très grande indépendance au niveau médical. D'ailleurs, si je reprends ce que dit le code rural, quand il parle d'indépendance des vétérinaires, il insiste beaucoup sur cette indépendance, elle est uniquement au niveau de ces protocoles et de ces actions médicales. Et à l'intérieur du groupe IVC Evidensia, on a un respect total de cela, ce qui n'empêche pas que l'on puisse également avoir des échanges, des codes de bonne pratique, des échanges à ce niveau-là. Mais pour la petite histoire, le I de IVC veut dire indépendant, et c'est vraiment le facteur, une des valeurs fondatrices de notre groupe. Donc, c'est assez marquant chez nous. Et sur l'indépendance financière, comment ça se passe chez IVC Evidensia? Alors, au niveau de l'indépendance financière, les vétérinaires qui nous rejoignent, en général, jouissent d'une bonne indépendance financière personnelle, suite en général au rapprochement, ce qui leur donne une certaine aisance, on va dire. Mais hormis cela, naturellement, l'actionnaire minoritaire que nous sommes a également, je veux dire, un droit de regard quant aux investissements, puisque une fois que les cliniques font partie de notre réseau, c'est nous qui assurons les investissements et non plus les associés. Voilà. Très bien, Jean-Jacques, par exemple, là on a vu un groupe de production animale, un groupe international. Prenons maintenant un groupe français. Chez Univet, ça se passe comment? Alors chez Univet, moi je suis toujours vétérinaire praticien chez Univet. Je suis associé d'Univet depuis plusieurs mois et actuellement je suis également administrateur d'Univet. Et je vais vous dire pourquoi j'ai rejoint le groupe Univet, justement pour son indépendance, et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je l'ai rejoint. On est évidemment attaché à une indépendance et financière et stratégique dans notre exercice. Alors il y a déjà une indépendance structurelle dans le groupe Univet. Les vétérinaires sont majoritaires, sont à 51%, on a une majorité en capital. Les vétérinaires sont majoritaires également en droit de vote et les vétérinaires sont également majoritaires en droit économique. L'investisseur, enfin le partenaire financier qui est Platina, lui ne demande pas de dividendes, lui accompagne en fait l'entreprise dans son développement et il participe à la création de valeur de l'entreprise et à ce titre, les vétérinaires aussi participent en même temps pour 51% de création de valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà bien défini. Il y a également un conseil d'administration. Le conseil d'administration qui, lui, prend les décisions stratégiques de l'entreprise. Le conseil d'administration est dirigé par 6 personnes, dont 4 vétérinaires, un salarié de l'entreprise et une seule personne du partenaire financier. Au niveau de la façon dont les vétérinaires peuvent être indépendants dans leur exercice, c'est un comité des vétérinaires, c'est l'ensemble des vétérinaires associés qui, eux, se réunissent en comité et qui prennent des décisions, notamment sur les protocoles de soins, sur des matériels à investir ou également sur les médicaments qu'on pourrait utiliser. Mais chaque vétérinaire dans son entreprise est totalement libre de ses choix. S'il a besoin de quelque chose, il peut faire appel au siège qui va l'aider et le guider.
Mais sinon, il gère son entreprise comme je la gérais quand j'étais vétérinaire indépendant dans ma clinique. Chez VetOne, est-ce que c'est quelque chose de proche? Est-ce que vous avez des particularités? Comment tu vois les choses, Steve? D'abord, merci pour l'introduction. Chez VetOne, l'indépendance du vétérinaire est absolument respectée. Et elle est structurellement protégée pour une raison très très simple, c'est que... Pardon. Rapproche le micro de... Donc, non seulement l'indépendance est philosophiquement respectée, elle est structurellement protégée. Elle est structurellement protégée d'une manière très très simple. D'abord, VetOne est minoritaire dans plusieurs sociétés toutes inscrites à l'ordre, dans lesquelles les vétérinaires sont majoritaires. C'est présidé par des vétérinaires et on a la particularité que chaque site a au moins un associé ou plusieurs vétérinaires qui sont aussi directeurs généraux délégués du groupe. C'est-à-dire que ces personnes-là ont un droit de signature sur leur clinique et prennent toutes les décisions en concertation avec l'équipe soignante. Donc, j'allais dire, structurellement, cette indépendance est assurée. Ensuite, ça se fait, bien entendu, dans un cadre. Ce sont les directeurs de clinique, les associés qui décident des investissements, des recrutements, etc. Ça se fait dans un cadre qui est décidé ensemble et dont tout le monde est demandeur, au fait. Ok. Merci beaucoup. Et donc, évidemment, on brûle d'entendre Pierre Tardif nous exposer la situation chez Anicura. Et ensuite, on pourra ouvrir le débat avec l'auditoire. Donc, Pierre, chez Anicura, à la fois sur l'angle indépendance professionnelle et sous l'angle indépendance financière, comment se passent les choses? Oui, merci beaucoup, Philippe. Et merci de l'organisation du débat. Parce que je pense que c'est un vrai sujet très important pour la profession. L'indépendance professionnelle, par définition, elle ne peut être que totale. Dans nos statuts, il n'y a à aucun moment de possibilité d'influencer les choix thérapeutiques, les produits qui sont utilisés. C'est individuellement, pour chaque vétérinaire, un sujet qui est essentiel, l'indépendance de sa pratique. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'essaye pas de faire des échanges de bonnes pratiques. Qu'on fasse des consensus, qu'on travaille. On n'a pas de protocoles médicaux. Les 7 cliniques qui nous rejoignent ont leurs propres protocoles médicaux. Ce sont 2 CHV, 3 centres de référé exclusifs, 2 cliniques avec une activité référée très importante. Mais bien sûr, on échange, on partage. La majorité des cliniques du groupe ont diminué l'utilisation des antibiotiques parce qu'il y a des experts en hygiène hospitalière qui viennent aider chaque clinique dans l'évolution de ses pratiques. Mais quoi qu'il arrive, l'ensemble des choix, l'ensemble des décisions, elle est portée par les vétérinaires de chaque établissement. D'un point de vue mode de fonctionnement d'Anicura, donc Anicura rentre donc au capital des structures, on est associé minoritaire de chaque structure. On met en place une gouvernance qui est présidée par des vétérinaires en exercice dans la structure, président, directeurs généraux délégués. Ce ne peuvent être que des vétérinaires en exercice dans la structure. La question de l'indépendance financière, derrière, qui est un sujet également important, est une question d'équilibre entre l'indépendance du vétérinaire et la on va dire, protection de l'actionnaire minoritaire qui est l'investisseur principal dans la structure. On a listé un certain nombre de décisions, il y en a très peu, sur celles qui ont économiquement les plus importantes, sur lesquelles il faut l'accord de tous, y compris l'associé minoritaire que nous sommes. Voilà, donc ces décisions-là ne sont pas des décisions du quotidien, ce sont des décisions qui ne peuvent être proposées que par les vétérinaires de la structure. Ce sont bien les vétérinaires de la structure qui sont indépendants et qui proposent leur développement. Et pour un certain nombre de points, le financeur est également, on lui demande son avis. Voilà, donc indépendance professionnelle, je pense que c'est clé, c'est ça la qualité des prises en charge. C'est ça, parce qu'il faut remettre le débat sur la bonne question, ce qui est comment est-ce qu'on développe encore la profession vétérinaire qui s'est beaucoup développée, qui va encore se développer. On note qu'on a un certain nombre d'établissements de pointe en termes de qualité de développement qui ont choisi de rejoindre des groupes. C'est parce qu'ils imaginent que l'avenir
va nécessiter encore d'autres choses, des échanges de pratiques, des investissements, et ils souhaitent le faire en équipe. Très bien. J'en profite pour vous passer juste un petit point d'ordre technique. Tenez bien le micro le plus proche possible de votre bouche, parce que sinon les gens ne vous entendent pas bien. Alors, juste pour relancer avant de passer la parole, et pour prendre un sujet très concret qui est peut-être à l'interface entre indépendance professionnelle et indépendance financière, il y a un sujet qui revient souvent sur les approvisionnements, le choix des médicaments, pour faire simple. Est-ce que sur le choix des médicaments à utiliser dans la clinique, je vais caricaturer un tout petit peu, excusez-moi, c'est l'acheteur du groupe qui décide quel AINS on va pouvoir utiliser. Est-ce que c'est chaque vétérinaire qui fait, désolé aussi, comme il lui pète, ou est-ce que vous avez des solutions de régulation intermédiaire? Peut-être Pierre, tu peux continuer et puis ensuite on prendra l'avis. Allez, je suis lancé, je continue. Ouais, je vois ça. Allez, c'est super. Indépendance totale du choix. On a une équipe d'achat qui mutualise pour les 350 cliniques en Europe, mais c'est une équipe qui aide à la négociation pour obtenir le meilleur prix pour les vétérinaires. Le choix du produit est totalement défini par le vétérinaire en exercice dans la structure. Julien, là-dessus? Donc nous, on a une équipe aux achats qui définit les produits que l'on va prendre sur l'année. Donc cette équipe est uniquement des vétérinaires en exercice qui connaissent bien les besoins des vétérinaires. On va s'arranger pour que le vétérinaire ait à sa disposition tout l'arsenal thérapeutique dont il aura besoin. Steve? Dépendance du vétérinaire, mais VetOne et son propre GIE, comme beaucoup d'indépendants, eux, peuvent participer dans un GIE pour avoir de meilleures conditions. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est que vous fonctionnez comme beaucoup de cliniques indépendantes de ce point de vue. Tout à fait. Ça, j'ai traduit le truc. Ok. Parfaitement. Ok. On achète probablement un peu mieux parce qu'on est un peu plus gras. D'accord. Patrick? Chez IDC Evidensia, c'est pareil, c'est-à-dire il n'y a pas plus ni moins de contraintes que lorsqu'une clinique rejoint un GIE, c'est-à-dire que nous négocions des partenariats avec des laboratoires pour le compte des 1500 cliniques que nous avons au niveau européen, ce qui nous permet d'avoir de très bonnes conditions. Et nous orientons nous recommandons les vétérinaires de s'orienter de façon préférentielle vers nos partenaires préférés, mais sans aucune contrainte, dans la mesure où, et surtout sans aucune restriction du choix thérapeutique. C'est-à-dire que le choix des molécules est totalement libre et le choix des thérapeutiques est totalement libre et non restreint. Voilà. Jean-Jacques? Univet a une filiale qui s'appelle Univetzen, qui est son GIE, et par l'intermédiaire de son GIE fait ses achats, mais ça reste le comité des vétérinaires, dans les commissions, notamment la commission pharmacie ou la commission, par exemple, matériel, qui va dicter et proposer les choix de médicaments et de molécules qui vont être utilisés. Mais le GIE étant relativement large, les vétérinaires ont à leur disposition, dans chaque clinique, un panel très large de thérapeutiques. Très bien, merci déjà donc pour cette entrée en matière. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on prenne une première question. On n'a pas que les questions faciles, je vous viens tout de suite. Donc la première, c'est en fait pose sur les conventions, ce qu'on appelle les conventions extra-statutaires, et notamment les pactes d'associés. Donc j'ai une question. Les pactes d'associés, comme celui qui a soulevé les débats avec Serbavet. Alors Serbavet, c'est un sujet qui concerne plutôt la biologie vétérinaire, je pense. On ne va pas rentrer dans les détails. Néanmoins, la question des pactes se pose. Donc, la question est la suivante. Les pactes d'associés, comme celui qui a soulevé les débats avec Serbavet, sont dissimulés à l'ordre. Quid de la transparence? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Donc, la question déjà, est-ce que c'est dissimulé à l'ordre, les conventions extra-statutaires? Je pense que ça va être compliqué pour le moindre d'entre nous de dire oui, bien sûr. Non, l'ensemble de la documentation, elle est partagée avec l'ordre de manière totalement transparente et on l'a fait de manière globale et conformément à la réglementation, et on l'a même fait de manière proactive avec nos changements d'actionnaires. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question? Oui, bon, c'est bon. Oui, Jean-Jacques. Dans Univet, nous avons plusieurs membres de l'ordre qui sont associés. Donc, ils sont effectivement mis à disposition totale du Conseil de l'ordre. On a chez VetOne fait le choix
de fixer la gouvernance uniquement dans les statuts des sociétés ordinales. D'accord. Donc, pas de convention extra-statutaire, c'est ça que tu dis. OK. Julien, tu veux intervenir sur le sujet? Non. Alors, juste un point, mais un point simplement factuel. Hein, si vous relisez justement la dernière revue de l'ordre qui fait état de la décision qui a défrayé l'actualité, elle fait référence à des dispositions des conventions extra-statutaires. Donc, c'est que probablement, elle ne devait pas être dissimulée puisque l'ordre y fait référence. Donc, ça, c'est un point. Après, on peut débattre de est-ce qu'elles sont conformes ou pas conformes à la lettre ou à l'esprit de la loi. Ça, c'est un autre sujet. Mais sur la dissimulation, je vous renvoie à la lecture de la revue de l'ordre. Une autre question. Alors, une fois qu'on est propriétaire d'un centre de référé, il n'y a plus qu'à développer des cabinets low cost qui ne seront pas forcément low price pour jouer le rôle de rabatteur. C'est le modèle de développement de certains, gain pour le propriétaire. Je me lance encore? Oui. Allez, je suis désolé. Et je vais te citer. Je vais te citer dans l'étude que tu as fait dans la dépêche vétérinaire, et notamment sur les pratiques de référés de VCA qui démontraient que l'immense majorité, je crois 95 ou 97, si je dis pas % des référés ne venaient pas d'un réseau interne et étaient en effet je pense que c'était sur Blue Pearl. C'était Blue Pearl. C'était Blue Pearl qui fait également partie du groupe Mars. Je viens de l'Humaine. On a beaucoup travaillé sur ces notions de référé. Je pense que le choix de où on réfère, elle fait totalement partie de l'indépendance professionnelle du vétérinaire. C'est essentiel. Construire, développer du référé et faire un réseau fermé, ce serait, d'un point de vue stratégique, se couper également du reste des référents. Hein, et on a chacun plusieurs centaines de référents qui travaillent avec nous. Ce serait une aberration stratégique. Ce n'est pas une réalité dans les pays où ces réseaux existent. Voilà. Patrick, peut-être, vous avez aussi, vous, des CHV, des centres de référé? Oui, puisque nous avons des structures de réseau mixte, hein, c'est-à-dire que nous avons à la fois des CHV, des centres de référé et également des cliniques généralistes. Mais, et je rejoins Pierre là-dessus, ça fait partie de l'indépendance de choix du vétérinaire. De la même façon qu'il a le choix des protocoles, il a le choix de choisir le spécialiste qui lui semble le plus à même de traiter le cas qu'il a en face de lui, et donc on ne les oblige pas à référer à une clinique qui se fasse partie du groupe ou pas. Voilà. Jean-Jacques, tu veux chez l'IVET, la priorité, c'est la santé de l'animal. On peut tout à fait référer chez Anicura, chez Evidentia ou chez une autre clinique qui aurait les compétences requises pour soigner un animal qui présenterait une pathologie et qui aurait besoin d'autre chose que l'on a chez nous. Julien, en production animale, cette notion de référé est peut-être un peu différente, mais elle existe malgré tout. Alors, elle est beaucoup moins développée. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que on est un vétérinaire un peu spécialisé dans un domaine qui va intervenir en tant que conseil à distance et avoir un vétérinaire local, où généralement ça se fait en collaboration, qui va intervenir pour gérer le quotidien. Mais il n'y a pas de souci là, c'est le client qui décide, en fait, avec qui veut travailler. Philippe, juste une précision. À l'inverse, on a un centre de dialyse à Aix-en-Provence et on reçoit des référés de tous les autres. Je veux dire, c'est pas. J'imagine que, heureusement pour l'économie du centre de dialyse, que vous avez des vétérinaires qui ne sont pas chez Univet qui réfèrent chez vous. Alors, on va prendre une dernière question et ensuite, j'en profiter pour lui demander de se préparer. On va demander ensuite à Christophe Hunier de monter sur scène. C'est lui qui vous interpellera directement. Donc la question, je vais prendre cette question parce que je vais y répondre rapidement puisqu'on va l'adresser un peu plus tard dans l'après-midi. Donc la question est la suivante. L'investisseur va ponctionner une partie du bénéfice dégagé par le professionnel. Donc ce dernier a tout intérêt à faire grossir son résultat. La question est: pourquoi ne pas se passer de cet investisseur, les banques suivent assez bien les vétos, pour rester seul bénéficiaire de sa valeur ajoutée? Est-ce une question de manque de vocation d'entrepreneur chez les jeunes diplômés? Ce que je vous propose, c'est, normalement, je vais répondre à cette question dans la dernière partie où on va présenter justement les stratégies possibles pour les entreprises indépendantes. Donc, si ça ne vous embête pas, on va la traiter comme ça, et comme ça, on donne directement la parole à Christophe Hunier qui va pouvoir vous interpeller. Christophe, est-ce que tu es monté sur scène?
Voilà, Christophe arrive. Oui, Bonjour. bonjour. Merci de nous rejoindre. Tu as la parole. Une question toute simple. Quelle valeur ajoutée apportez-vous en tant qu'investisseur de groupe par rapport à une structure vétérinaire qui fonctionne très bien, qui ont des ressources externalisées pour les ressources humaines, des experts comptables, qui ont des modes de financement avec des banques, etc. Donc, quelle est la valeur ajoutée que vous prétendez apporter? Alors effectivement, ça rejoint un petit peu l'interrogation précédente. Finalement, c'est facile de se financer par dette. Il y a des bons services à l'extérieur. Pourquoi diable vous existez, quoi? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus aux vétérinaires qui vous rejoignent? Steve, tu veux commencer? Volontiers. Je crois que l'existence des groupes, comme on l'a vu, elles sont là parce que profondément, les groupes dans leur diversité ailleurs et en France répondent à une aspiration des vétérinaires. On n'a pas inventé quelque chose dont il n'y a pas besoin. Cette aspiration, elle est simple, elle est peut-être un peu simpliste, mais les vétérinaires désirent, dans la majorité, se focaliser sur leur art, et ce, dans un contexte, on va dire, bienveillant. C'est simplifié, mais c'est ça. Si on regarde aujourd'hui chez VetOne, on a construit une société qui est au service de nos équipes soignantes. D'abord, on développe une culture qui met l'humain, la bienveillance, le développement personnel en avant. On investit des quantités qu'une clinique indépendante ne peut pas dans des locaux, dans du matériel, dans de la formation, dans le développement. Donc non, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un vétérinaire indépendant peut investir les montants que des groupes investissent. Et je crois que toutes les études montrent que le développement des groupes, pas de tous les groupes, mais de certains groupes, a été un facteur d'investissement, un facteur de formation et un facteur de développement de la profession. Donc, en simple, on les décharge. On a 16 personnes aujourd'hui chez VetOne pour décharger de la lourdeur administrative qu'on peut connaître en France, pour créer des outils et les mettre à disposition des vétérinaires. Tout ça, ça crée un contexte très simple où le vétérinaire et les équipes soignantes sont tout simplement plus heureux, plus épanouis, peuvent se recentrer sur ce qu'ils veulent faire, sont plus compétents, et le résultat est simple, c'est une meilleure médecine au bout du compte. Donc voilà, je crois, la grande valeur ajoutée aujourd'hui des groupes. Christophe, je te propose de prendre une ou deux autres réponses avant que tu puisses de nouveau intervenir. Tu es d'accord? Ok. Patrick, tu veux intervenir sur ce sujet? Avec plaisir. Et Christophe, je dirais les personnes qui peuvent le mieux répondre à cette question, ce sont les vétérinaires eux-mêmes, ceux qui décident de nous rejoindre ou de rejoindre d'autres groupes. Je dirais effectivement, c'est possible encore, enfin c'est possible pour des vétérinaires de faire appel à des services externalisés, un cabinet d'expertise comptable qui va reprendre la comptabilité, un cabinet qui va reprendre les RH, une agence qui va s'occuper du marketing, etc., etc. Simplement, voilà, ça c'est des services que nous on peut offrir ou ils ont le choix de faire de façon externe. Simplement, ce que nous on peut apporter en plus, c'est aussi l'appartenance à un réseau, une expertise dans le domaine qu'ils n'ont peut-être pas quand ils vont chercher, ils doivent eux-mêmes faire le choix de leurs prestataires externes, donc c'est pas forcément facile. Après, il y a des vétérinaires qui savent très bien faire ça et qui peuvent rester indépendants parce qu'ils ont envie de le faire. Et d'ailleurs, on a vu qu'en Angleterre, après 20 ans, il y a encore 50% des cliniques qui restent indépendantes. Donc, effectivement, c'est un choix, c'est possible. Mais il faut savoir aussi que la plupart des vétérinaires, comme le disait Steve, ont envie de se décharger de cela pour se refocaliser sur la médecine, faire partie d'un groupe, d'un réseau où finalement, au lieu d'avoir des concurrents, on finit par avoir des collègues aussi. Ça change les relations qu'on a avec les confrères et les consoeurs. C'est plein de choses que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Et également,
en dernier, mais c'est aussi un facteur important, c'est la pérennisation et la transmission de son patrimoine voilà, et qui permet de sécuriser son patrimoine. Ce qui n'est pas toujours le cas, sachant que de plus en plus de jeunes vétérinaires sont assez réticents au fait de racheter des parts et de devenir eux-mêmes actionnaires dans les structures qui elles-mêmes, en grossissant, deviennent de plus en plus chères. Donc voilà, là, un petit peu pour résumer les avantages de... Christophe, tu peux intervenir quand tu veux. Simplement, n'oublie pas de rallumer ton micro si tu veux intervenir, parce que sinon on risque de moins bien t'entendre. Je vais demander à Julien de nous dire, dans un groupe comme le sien, où en fait il y a que des vétérinaires, quel est l'apport finalement de rejoindre le groupe par rapport à être indépendant? Donc nous, si je disais le principal intérêt d'avoir fait un groupe comme ça, c'est l'attractivité chez les jeunes vétérinaires. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est d'attirer des jeunes. Et la différenciation par rapport à nos concurrents, c'est cette capacité à rejoindre un groupe où les jeunes identifient une équipe, savent qu'ils ne seront pas tout seuls, qu'ils vont travailler avec d'autres confrères. Et sur un marché qui est très compliqué, les productions animales, où nos clients se concentrent et où c'est important d'avoir une offre de services structurée. Jean-Jacques? Je pense qu'on dit souvent que les vétérinaires vont garder du temps pour faire mieux leur exercice. Oui, je suis d'accord, mais tout le temps qu'ils passaient à faire les fonctions support, c'était du temps qu'ils prenaient la nuit, le week-end, pendant des temps qui n'étaient pas des temps effectifs à la clinique. Moi, ce que je défends comme idée, c'est de dire que le vétérinaire qui rejoint un groupe va avoir tout ce temps à lui, mais pour lui, pour retrouver un peu du temps de loisir ou du temps pour sa famille. Mais il fera mieux son exercice parce qu'il est plus détendu. Mais tout le temps qu'il perdait le week-end et la nuit, il l'aura pour lui. D'accord, c'est un truc pour les glandeurs, les groupes alors. Non, je te taquine. Pierre? Ouais, je vais pas abonder dans ton sens. Je pense que ça risque de me créer quelques problèmes, surtout dans la situation actuelle. Non, c'est une excellente question. Je pense que, en effet, Steve mentionnait, le phénomène est tellement fort que s'il y avait aucune valeur, ce serait pas possible, ça marcherait pas. Quand je pose la question aux vétérinaires associés qui nous ont rejoints, ils nous ont rejoints pour plein de choses. D'abord, quand les cliniques elles commencent à dépasser une certaine taille critique, la charge administrative, les contraintes réglementaires liées à cette charge administrative, elles deviennent intenses. Et oui, on peut avoir un expert comptable, oui, on peut déléguer un RH. Ce sont jamais des professionnels du secteur. Or là, on peut déléguer la gestion de cette tâche administrative à des gens qui comprennent ce que c'est qu'une clinique vétérinaire. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée dans le fonctionnement des cliniques. Mais je pense qu'on va plus loin que ça. Ça, c'est la partie un peu facile. Je pense aussi qu'il y a une notion, si tu veux continuer à développer la médecine vétérinaire, pouvoir faire de la recherche à fort niveau, recruter des jeunes et les former, il faut une taille critique qui dépasse celle d'une clinique, quelle que soit sa taille. Et aujourd'hui, quand on pose la question vétérinaire, c'est on se voit 3 fois par an, j'ai un problème, je peux en parler en toute transparence, il n'y a aucun a priori, on sait que c'est bienveillant, on discute ensemble, on avance ensemble, on peut se coordonner, faire des projets ensemble. Voilà, c'est un peu les raisons aujourd'hui qui sont différentes de ce que tu peux trouver par des expertises extérieures au métier qui interviennent ponctuellement dans les cliniques. Christophe, je te rends la parole. Est-ce que tu veux relancer sur le même thème ou également peut-être questionner nos intervenants sur des notions très liées à l'indépendance? Est-ce que tu as des points? Oui, alors déjà peut-être sur le même thème, la réalité c'est que les vétérinaires exerçants restent tout de même toujours responsables, bien sûr, d'un point de vue déontologique. C'est toujours eux qui, au quotidien, doivent gérer les ennuis avec la clientèle, s'il y en a, avec le personnel. La gestion dans l'immédiateté, qui est sûrement l'une des difficultés les plus criantes de l'ensemble des vétérinaires, reste dévolue à ceux qui sont dans la structure et pas aux structures support à distance. Donc, il faut quand même un petit peu nuancer la réalité du caractère miraculeux du fait d'être en groupe qui résoudrait la plupart des difficultés ou des problèmes, y compris administratifs. C'est pas tout à fait quand même la réalité, que ce soit d'ailleurs pour un indépendant qui prend des services externes ou un vétérinaire de groupe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose… Christophe, est-ce que tu veux qu'on fasse réagir sur ce point? Parce que oui, éventuellement, oui. Allez. Oui.
qui revient souvent. Donc, pour faire très simple et très caricatural, est-ce que vous vendez pas un peu du rêve aux vétérinaires en leur disant, écoutez, vous rejoignez le groupe et si Jocelyne et Lucette se battent au comptoir, il y a quelqu'un de Stockholm qui descend et qui règle le problème. Donc, vous voyez que de Stockholm ou de Londres, hein, peu importe. Je vous titille, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu un mythe de dire que les problèmes de l'immédiateté, je reprends ce que disait Christophe, vont être réglés par le groupe. Les gens en charge, il faut quand même qu'ils assument le quotidien. Et ils vont pas faire que de la médecine. Ouais. Bien sûr, l'indépendance, la prise de décision, elle reste au niveau du terrain. Donc la prise de décision, elle reste au niveau du terrain. La question, c'est l'expertise pour prendre une décision éclairée. C'est là où on apporte de la valeur ajoutée. Alors il y a un certain nombre de choses, les factures, la gestion purement administrative. Ça, on déleste très clairement les cliniques, mais les cliniques, notamment les plus importantes, ont déjà externalisé cette partie-là auprès d'expertise comptable. La vraie valeur ajoutée, c'est quand tu te retrouves dans une situation potentiellement de contentieux avec une personne de ton équipe, bah, tu as un DRH expert, un responsable RH qui est expert du monde vétérinaire, qui connaît le monde vétérinaire, qui va pouvoir te conseiller sur le mode de prise en charge. Donc, en fait, tu récupères des avis en tant que vétérinaire sur plein d'aspects pour pouvoir prendre tes décisions. Après, je vais te répondre, bien sûr que c'est pas un miracle, bien sûr qu'on apporte de la valeur. Enfin, nos meilleurs ambassadeurs sont nos vétérinaires. La vraie question, c'est de poser la question aux vétérinaires dans nos cliniques, de savoir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils regrettent leur décision. C'est là où véritablement on pourra te convaincre. Je peux répondre en tant que praticien dans ce cas-là. Effectivement, le groupe est facilitateur. Le jour où il y a un conflit, où il y a un problème administratif en RH, le groupe, la DRH, va permettre d'aider beaucoup les gens sur le terrain, évidemment. Okay. Le directeur d'autres veut s'exprimer là-dessus. Steve, tu veux dire un mot? Oui, je crois que c'est important pour répondre à ta question parce que justement, on ne vend pas du rêve. Quand je vais voir des vétérinaires, je leur dis on va résoudre beaucoup de choses. On ne résout pas le point que soulève Christophe, mais on met à disposition un cadre dans lequel tout autre est allégé. Et on est dans une communauté où on partage, pour simplifier, les galères avec les gens qui ont les mêmes galères. Tout le monde partage les mêmes problèmes. On apprend à ramer ensemble. On apprend à ramer ensemble et on apprend à apporter des solutions parce qu'on a les mêmes problèmes. Et on ne peut pas sous-estimer l'importance d'une vraie communauté d'entraide. C'est essentiel. C'est le partage d'expérience auquel tu fais allusion là-dessus. Voilà. Merci Philippe. Christophe, est-ce que tu voulais poursuivre sur un autre point? Oui, alors je voulais poursuivre sur le point de l'indépendance qui nous est présenté comme étant absolu et garanti. Donc c'est parfait, hein, tout ce qui a été décrit semble absolument parfait. Il y a quand même peut-être un hiatus, c'est qu'il semblerait quand même que dans la réalité, je dis semblerait, c'est que je ne veux pas me prononcer plus pour l'instant, mais des confrères détenteurs à plusieurs de 51% des parts, ne peuvent pas prendre de décision réellement puisque la prise de décision se fait avec un minimum de 55 ou 60% des parts. Les confrères dirigeants des structures, alors je ne parle pas de tous les groupes parce que je suis un petit peu gêné qu'on parle de groupes. Les groupes qui sont présents ici et ailleurs en France sont quand même pas tous sur le même modèle et pas tous sur le même type de gouvernance. Donc, il faut aussi peut-être un peu nuancer. Mais en tout cas, on a des groupes où des confrères qui sont les directeurs d'établissement, gérants, peuvent être débarqués avec seulement 30% des droits de vote, et ça, c'est contractualisé, etc. Donc, effectivement, une partie des discours d'indépendance sont là, mais les contrats, les pactes différents qui existent montrent que c'est une indépendance plus que sous contrôle. Alors, juste un mot avant de laisser les gens ici répondre. On assume dans la préparation justement d'avoir mis des gens différents autour de la table pour que on voit que c'est pas non plus les groupes versus les indépendants, mais que c'est un petit peu plus complexe que cela. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas pu rentrer dans une typologie fine
Néanmoins, et j'en profite pour vous renvoyer à la lecture de 4 articles excellents parus dans la Dépêche Technique et qui sont en accès libre, hein, il faut le souligner, sur le thème, donc que nous avons écrit avec Lucille. C'est pour ça que je souligne leur qualité, et dont le deuxième est entièrement consacré à la typologie des différents groupes. Donc, ce qui permet de répondre à ça. Donc, ce que dit Christophe là, pour résumer, c'est que en fait, il dit bon, tout à l'heure, vous nous avez encore une fois un peu vendu du rêve. Les vétos sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Finalement, là où ils sont, on a l'impression que là où ils sont les moins indépendants, c'est chez Chaîne Vert, hein, finalement, où il faut quand même suivre des protocoles parce qu'on a des clients globaux et tout ça. Et donc, cette notion, notamment, on revient aux conventions extra-statutaires, au pacte, au fait qu'on peut débarquer les dirigeants, au fait qu'il peut y avoir des actions prêtées, des promesses de vente. Là, par rapport à ça, finalement, qu'est-ce qui peut être répondu sur ça? Alors, encore une fois, vous n'aurez sans doute pas tous les mêmes réponses, forcément pas. Les structures sont différentes, mais ça serait bien qu'on puisse vous entendre tous sur ces points-là. Jean-Jacques, tu veux commencer? Mais pour ce que je dis dans la présentation, pour le groupe Univet, c'est le conseil d'administration qui prend les décisions stratégiques. Le conseil d'administration est composé de 6 personnes, dont une personne du groupe du groupe financier qui nous accompagne, 4 vétérinaires et un salarié du groupe. C'est-à-dire que chacun a une voix. Donc les décisions stratégiques sont pas du tout majoritaires. On comprend, Jean-Jacques, mais si vous décidez de mettre un scanner dans chaque clinique, tu penses que le minoritaire à 49%, il va dire d'accord? Mais je pense que ça serait pas raisonnable, même de la part des vétérinaires qui dirigent le groupe. Je te l'accorde. Ok, Patrick. Oui. Sur cette question finalement, est-ce que cette majorité qui apparaît dans les statuts, parce qu'elle est requise par la loi, n'est pas une majorité fictive? Et est-ce que on peut le poser de manière concrète, pour quelles décisions, en fait, les vétérinaires sont obligés de tenir compte de votre avis? Ou finalement, quelles décisions peuvent-ils prendre? Puisque Christophe nous disait, ils peuvent pas prendre de décision sans votre accord, finalement. Donc, quelle est la latitude et comment ça se partage? Alors, les décisions, toutes les décisions du quotidien, toutes les décisions, je dirais, qui font partie de la vie habituelle et prévisible de la clinique, sont prises par les vétérinaires. Déjà, le président de chacune de nos structures, c'est un vétérinaire en exercice. Et les vétérinaires en exercice dans la structure sont aux décisions de la vie de la clinique. Donc, les décisions sur lesquelles l'actionnaire minoritaire et investisseur extérieur souhaitent donner son avis concernent ou les investissements non prévus, des investissements importants. Ça peut être l'augmentation de la surface de la clinique, l'achat d'un scanner, voilà, des choses comme ça, ou l'embauche de personnel non prévu, hors renouvellement, etc., etc. Voilà. Sinon, concrètement, un vétérinaire s'en va, il faut le remplacer, c'est la décision locale. Il faut en rajouter 2 par rapport à ce qui était prévu parce qu'il y a, je sais pas, une augmentation de l'activité. Il faut en discuter. C'est ça que tu es en train de dire. Tout à fait. Donc voilà, chaque année, il y a une discussion entre tous les actionnaires pour établir un budget pour l'année qui vient. Comme ça se fait ou devrait se faire dans les structures entre associés, je dirais, histoire de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et puis ensuite, il y a liberté totale des vétérinaires pour gérer au jour le jour, que ce soit passer les commandes. Voilà. Ok. Steve, tu mets bien le micro contre. Voilà. Alors, de nouveau, chez VetOne, il y a liberté totale de l'associé avec droit de signature dans un cadre qui a été fait ensemble. Donc, la situation dont tu parles, Philippe, c'est oui, demain, on a 31 associés qui pourraient aller acheter un scanner. Mais c'est juste, ça ne se passe pas parce qu'on a des associés responsables qui ont participé à l'établissement d'un budget, etc. Donc peut-être pour répondre, moi, ce que je poserais, parce que c'est quand même une hypothèse sous-jacente que je trouve frustrante, c'est pourquoi dans cette discussion, on oppose toujours les intérêts des vétérinaires aux intérêts des financiers.
je veux dire, le prémisse des discussions, c'est toujours le vétérinaire a toute sa liberté pour tout faire, le financier, il ne veut rien faire, il ne veut pas investir, il veut que garder son pognon. Je crois que c'est... Non, c'est pas comme ça que les choses ont été dites. La question, c'est la prise de décision. Non, là, c'est caricaturé, là. Hein. C'est pas tout je comprends, mais je trouve que c'est important de parler un moment du contexte, parce que du moment que tu parles de gouvernance et de prise de décision, où tout le monde aura des statuts un peu différents, des règles différentes, il y a quand même une question fondamentale, c'est que ce qu'on bâtit, on le bâtit ensemble dans le cadre d'une vision partagée. Et je crois que c'est essentiel et qu'il faut le dire et le redire. C'est une association entre des vétérinaires et des non-vétérinaires qui n'ont pas nécessairement des intérêts divergents. Oui, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, une division partagée, mais alors dans ces cas-là, si la vision était réellement partagée, on parlerait éventuellement de partenariats vrais, on n'aurait pas des contrats. Alors encore une fois, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas généraliser puisque tous les groupes ne font pas pareil, mais on n'aurait pas des contrats qui stipuleraient que le bénéfice de la structure in fine se répartira à X% et on va dire inférieur à 5% pour les 51% d'actionnaires vétérinaires et 95 voire plus pour le partenaire financier. Si c'était un vrai partenariat, on n'aurait pas cette clé de répartition de la valeur produite. De même qu'on n'aurait pas la possibilité de débarquer le vétérinaire gérant, directeur de la structure avec seulement 30% des votes, c'est-à-dire en écartant finalement le vote des vétérinaires exerçants. Donc, alors encore une fois, c'est sûrement pas ton groupe qui est le plus concerné. Mais ça fait quand même, depuis le début, on a un discours qui est très bien cadré, et puis enfin, ça pouvait pas en être autrement, bien évidemment, mais la réalité de ce qui nous remonte, et c'est pas que des oui-dire, enfin c'est des faits, hein, okay. Montre que c'est quand même pas tout à fait tel que c'est décrit là en ce moment à cette table ronde. De même Christophe, que on t'a entendu, mais là, il faut qu'on laisse répondre. Ensuite, j'ai 2 autres questions à prendre. Donc, je te remercie, mais là, je crois qu'on a bien compris le point. Donc, toi, ce que tu contestes, c'est l'existence de cette communauté d'intérêt. Tu dis, si c'était aussi vrai, on n'aurait pas besoin d'outils juridiques aussi subtils pour le garantir. Est-ce que là-dessus, Julien et Pierre, puisque vous êtes les 2 derniers, désolé, hein, Steve, parce qu'après, on a 2 autres questions et on va terminer la table ronde sur 2 questions de l'auditoire. Donc moi, rapidement, par rapport à l'indépendance des vétérinaires, je dirais que quiconque a eu à animer ou à manager 5, 10, 20 ou 50 vétérinaires, c'est que de toute façon, les vétérinaires sont indépendants. Et il y a une relation avec la clientèle, une personnalisation qui est tellement forte que vous n'allez pas arriver avec des packs d'associés, je ne sais pas quel texte juridique, à dire vous aurez besoin des vétérinaires. Et ils seront indépendants dans leur fonctionnement. Donc je pense que je suis pas sûr que ça soit. Je pense que ce débat-là, pour moi, il a été tranché dans l'affaire Serbavet par le Conseil d'État, et je suis pas sûr que ça soit un débat qui soit si important que ça. Pierre. Ouais, je pense que beaucoup de choses ont été dites. La question, une question qui a pas été, sur laquelle on n'a pas répondu, qui est celle de la répartition des dividendes. Et la répartition de dividendes, elle est conséquente de la répartition des investissements qui sont faits dans la structure. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est défini ensemble avec les vétérinaires. On en a discuté ensemble. Ils comprennent tout à fait comment ça fonctionne. C'est tranché juridiquement de toute façon, mais surtout c'est pas le deal du partenariat. C'est-à-dire que le partenariat avec les vétérinaires, il est vraiment de dire moi je m'affranchis aussi du risque de l'investissement. Donc il est normal, les dividendes c'est pour vous, moi je développe et on a tous intérêt à développer collectivement la structure dans ce sens. Donc voilà. Après sur les autres dimensions, on en a déjà beaucoup répondu. Oui, et je l'ai dit dans mon introduction, hein, il y a un certain nombre de décisions sur lesquelles on demande l'approbation, il faut l'accord de tous les associés, y compris l'associé non vétérinaire qui va être l'investisseur dans la structure. C'est-à-dire quand on double là sur les 7 cliniques, on en a 3 qui vont doubler de taille, une qui se restructure. Forcément que c'est une discussion commune. Ça ne peut pas être une discussion individuelle. Donc, il y a un certain nombre de cas qui sont tranchés, qui sont validés, qui sont indiqués dans les statuts, sur lesquels on a un accord de tous, y compris le financeur.
qui n'est pas vétérinaire. Mais pour le reste, l'ensemble des mandats sont très clairs sur le rôle de chacun. Ok, merci à tous et merci à Christophe donc pour ces questions. Il nous reste quelques questions pas très faciles non plus. La première, les structures adhérentes à un groupe ont-elles des objectifs de croissance, de chiffre d'affaires ou de profit à honorer? Qui veut répondre? Patrick, tu veux répondre? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque année, on s'assoit autour d'une table et on évalue, on fait des prévisions sur le budget qui va avoir lieu l'année d'après. Ceci dit, il n'y a aucune sanction prévue en cas de non-atteinte de ce budget. Voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Il n'y a pas d'aspect punitif. Il peut y avoir un aspect positif, c'est-à-dire qu'effectivement, plus le chiffre d'affaires et plus l'activité de la structure va se développer et plus les vétérinaires et les associés y trouveront leur compte. Mais il n'y a en tout cas jamais d'aspect punitif. D'où veut intervenir sur le sujet? Oui, c'est le vétérinaire directeur de sa clinique qui fixe ses objectifs de développement pour l'année qui va suivre. D'accord. Donc s'il dit cette année je vais faire -5, tout le monde lui dit c'est bien. De développement. De développement. De développement, oui. De développement. Okay. Mais comme il le ferait dans sa clinique lui-même. Ouais. Voilà. Ok. Pierre? Oui, je conclus. Alors, en effet, on prévoit, on discute ensemble, on fait un budget. Il y a une deuxième notion aussi qui est quand on rentre dans quand on investit initialement dans la clinique, on investit bien sûr dans la clinique telle qu'elle est aujourd'hui, on investit également sur la projection, le développement futur de la clinique. Donc, les vétérinaires nous expliquent comment ils voient le développement de la clinique. Ça permet de valoriser à échéance ce développement dans le futur. Donc, ce ne sont pas des objectifs qui sont fixés par le groupe avec d'éventuelles conséquences, mais bien une valorisation de la clinique sur son développement futur également. Ok. Il nous reste 4 minutes, donc le temps de prendre peut-être deux questions supplémentaires. Une question, quelle est l'augmentation des tarifs observée après ces rachats pour financer ce bonheur immense des salariés, ces investissements majeurs dans leur épanouissement au travail? Je lis la question telle qu'elle et sans filtre. Alors, est-ce qu'il y a une augmentation systématique des tarifs qui suit le fait qu'une clinique rejoigne chacun de vos groupes? Julien, je pense que tu vas passer ton tour là-dessus, parce que tu es moins concerné, me semble-t-il. Steve, tu veux dire un mot très rapidement pour qu'on ait le temps d'en prendre une autre? Il n'y a pas d'augmentation au passage d'une clinique. Les cliniques gardent leur liberté tarifaire, mais on a une grille recommandée. On a des augmentations annuelles. Et il y a un travail collectif sur les prix. Et je l'assume clairement, il est temps de valoriser l'acte vétérinaire. Et ça, on l'assume chez VetOne. Ok, d'accord. Patrick? Oui, le fait justement de ne pas avoir d'enseigne permet à des cliniques d'avoir des tarifications différentes et de conserver un petit peu ce qui fait leur ADN. Certaines cliniques ont différents types de positionnement, prix, etc. Donc, de pouvoir continuer à garder ça. Avec les augmentations tarifaires ont lieu au même moment que d'habitude. On continue dans la droite lignée de ce qui se faisait avant. Chez Univet, est-ce que toutes les cliniques ont l'enseigne Univet? Et est-ce que vous avez un positionnement prix unique ou est-ce que chacune garde son positionnement originel? Le positionnement prix se fait par bassin géographique. L'idée n'est pas que les cliniques qui sont à 5 ou 10 km les unes des autres se fassent concurrence. Donc oui, il y a un prix conseillé et orienté pour que le prix soit plus homogène par bassin géographique. Maintenant, je rejoins tout à fait Steve sur le fait de pouvoir demain valoriser les actes. Clairement, il y a une volonté de valoriser les actes et de rester dans les prix de marché pour les médicaments. Ok. Ouais. Chez Anicura, vous avez la marque Anicura sur toute. Oui, c'est ça. Il y a une vraie volonté par fierté des valeurs, par également possibilité que ça apporte en termes de mutualisation sur le digital, sur le support qu'on peut apporter aux cliniques. Voilà, notre stratégie, elle est plutôt de combiner la marque Anicura et la marque de la clinique. Et je vous cache pas que en humaine, après 20 ans, on allait toujours voir le docteur Intel. On n'allait pas chez Ramsay, on n'allait pas à Jean Mermoz, on allait voir le docteur Intel, et ce sera toujours le cas dans le monde vétérinaire. Mais avoir une marque unique, ça apporte d'autres valeurs ajoutées dans le fonctionnement. Après, pour répondre à la question sur les tarifs, il n'y a pas de grille de tarifs. Les cliniques
avaient des politiques, avaient des augmentations de tarifs les années précédentes. Hein, les 7 cliniques qui nous ont rejoints, je serais surpris que ça soit différent ailleurs. Il y a donc une continuité dans le développement. C'est la valorisation de l'activité, des investissements qui sont faits, sans qu'il y ait d'indication. Voilà, on partage par contre les pratiques. On essaye de donner un petit peu de la visibilité aux gens au moment de prendre leurs décisions sur leurs tarifs. Combien sont pour un acte équivalent payer les autres. Très bien. Écoutez, il nous reste à vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je crois qu'on en a quand même on a répondu à un certain nombre d'entre elles. Merci aussi à Christophe donc d'avoir apporté la contradiction. On va faire maintenant une pause pendant 15 minutes. Alors, un point très important surtout, restez connectés et on vous retrouve dans 15 minutes avec la deuxième table ronde qui va être plutôt sur ce que les groupes apportent ou n'apportent pas au développement de. Alors, je suis désolé, on a pris une très vieille expression de la vétérinaire avec un singulier qu'on aime bien. Voilà, donc on vous retrouve dans 15 minutes et donc merci à vous 5 pour votre participation. Merci. Merci.